à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR du samedi, le ce à quoi il fallait répondre. À mes côtés, comme d'habitude, Théo et Shai. Shai qui a trié pour nous les questions que vous pouvez envoyer, je rappelle, à l'adresse cqfr.reverse@gmail.com. Merci Antoine. Effectivement, vous pouvez continuer d'envoyer vos questions. Essayez d'insister aussi quand vous voyez qu'elle passe pas sur une semaine. Hein. Il y en a plusieurs d'entre vous qui retentent leur chance et au bout d'un moment, ça passe et on y répond avec plaisir. Messieurs, on commence cette semaine avec une question de Thomas. Suis-je le seul à être agacé par les joueurs NBA qui hurlent en montrant les muscles presque à chaque fois qu'ils dunkent ou marquent un panier contesté au cercle? Mon éducation basket s'est faite à l'époque des Bulls de Jordan, comme beaucoup de Français je crois, et j'ai l'impression que ce genre d'attitude était moins répandu à l'époque. Je me trompe? Je trouve ça un peu ridicule de voir les joueurs actuels réagir comme s'ils sortaient vainqueurs d'un combat de boxe à chaque dunk. J'ai besoin de vos lumières. Moi, j'ai pas l'impression de le voir tant que ça. En fait, moi, les célébrations après les célébrations. Regarder un adversaire après avoir mis un dunk ou faire le flex, ça me gêne pas tellement. Je trouve ça même parfois absurde quand il y a les fautes techniques. Ça, c'est pas ce qui me... C'est vraiment pas le truc qui me gêne le plus, je pense. Ce qui me gêne En fait, ce que je comprends pas, mais je l'avais déjà dit, je crois. Je comprends pas que tu prennes une faute technique si tu regardes un adversaire après avoir mis un dunk, même si tu regardes méchamment, mais que tu repars en défense, et que dans le même temps, on laisse les joueurs contester toutes les décisions arbitrage systématiquement. Si je devais refaire un arbitrage, je laisserais les mecs. T'as mis un dunk, t'as mis un contre, tu fais le doigt de Mutombo ou tu fixes l'adversaire en faisant il y a quoi. Ça me gêne moins que les mecs qui râlent pour chaque coup de sifflet avec les. Enfin bref. Donc non, moi je suis pas. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on est tant que ça en fait. Ça me marque pas non plus. J'avoue que je prête pas attention, ça me dérange pas plus que ça. On est à l'ère des célébrations en plus de toute façon. Ouais, mais puis à l'époque, il y avait aussi beaucoup de mecs qui montraient les muscles. Hein, à l'époque, dans mon souvenir, ça célébrait quand même, où ça intimidait, ça toisait. Enfin, il y a toujours eu cette espèce de théâtralité du panier marqué ou de la faute obtenue ou enfin, du end one. C'est vrai que j'ai pas. Après, si certains le ressentent comme ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Il faudrait creuser un peu là-dessus, mais j'avoue que moi non plus, j'ai pas cette impression que c'est en plus. Après, c'est peut-être injuste. On va dire qu'il y en a qui le font et ça m'énerve, et d'autres ça m'énerve pas ou je les remarque même pas. Peut-être ceux qui sont les plus démonstratifs dans des matchs qui n'ont pas l'air d'être les plus importants, peut-être qu'ils peuvent m'agacer un peu, mais je suis un peu partial. Mais ça, par contre, je suis d'accord. Parce qu'en fait, les célébrations, si, maintenant que j'y repense, ce que je trouve un peu insupportable, c'est tu viens de rentrer, tu mets un tir à 3 points, tu commences à faire des signes de 3 points, tirer des flèches, sortir un bazooka, lancer des grenades. C'est trop absurde, quoi. Il faut que ça soit après une action particulière, comme le truc too small. Les gars qui font le geste too small. La plupart du temps, c'est absurde, en fait. Parce que la plupart du temps, faut qu'il y ait déjà une rivalité, que tu aies déjà enchaîné, qu'il y ait je sais pas, un aller-retour où les mecs se rendent panier pour panier, un truc comme ça. Mais sinon... Enfin bref. Sinon, je trouve ça absurde. La plupart du temps. A fortiori, si t'es derrière au score, là, moi, si je suis ton adversaire, je vais regarder le tableau d'affichage, mec. C'est celui-là qui compte. Remballe ton tout small ou tes muscles, regarde le tableau d'affichage. Vous êtes à -15. On est au mois de novembre. Bref. Très bien. Allez, on enchaîne une question d'Alfred qui nous a envoyé un message qui fait vraiment chaud au cœur. Je l'en ai remercié en privé et qui nous pose 2 questions très différentes cette semaine que j'ai sélectionnées. La première concerne Jamal Mashburn. Attention, on revient un peu dans le passé. J'ai découvert ce joueur en NCAA il y a bien longtemps et c'était un peu le petit gars que je suivais en espérant le voir devenir une figure majeure de la ligue. J'ai le sentiment qu'il n'a pas été aussi fort que je l'imaginais. Que représente Jamal Mashburn pour vous ? C'est magnifique comme question. Je serais curieux de connaître l'âge d'Alfred. Parce que moi, je me rappelle que la première fois que j'ai entendu parler de Mashburn, il était encore à la fac. Ça doit être dans un truc... tu sais, les petits reportages qu'on avait avec des pancartes Monster Mash dans le public et tout, Kentucky, mortel. Après, il est drafté... et en fait, les premières années, je le vois pas, en fait. Je le vois que dans des highlights. Je vois pas de match de Mashburn. Et dans ma tête, c'est Monster Mash, c'est un super joueur, machin. Et en fait, le moment où je commence à le voir jouer, je me dis, bah c'est ça, Mashburn. C'est cool, tu vois. C'est un joueur cool. Mec plutôt sympa, intelligent, bon joueur. Mais j'ai eu un peu le sentiment qu'on m'avait vendu plus de rêves que ce que c'était. Et puis à l'époque, on n'avait juste pas les moyens de voir plus d'images que ça. Donc je sais pas si c'est exactement ça qu'il voulait dire dans sa question, mais en tout cas, moi, c'est mon interprétation de Mashburn.
Je me suis auto-censuré, je tiens à vous le dire. Ceux qui regarderont sur YouTube verront que j'allais dire quelque chose quand tu as parlé de l'âge et je me suis retenu. Moi, Mashburn, j'ai aussi des souvenirs. C'est un joueur que j'aimais bien, moi. C'est un joueur que j'aimais bien. Après, j'ai des souvenirs sur sa dernière grosse période, qui est une de ses meilleures périodes, cela dit, c'est les New Orleans Hornets. Euh, après son transfert de Miami, je crois, à Charlotte, quelque chose comme ça. Et c'était un joueur très fort, hein, mais tu sens que c'était le genre de mec qui stat, qui met des points, mais qui va pas non plus t'emmener, genre c'est pas un multiple All-Star, mais je sais pas, c'est un joueur que j'aimais bien, mais après évidemment j'ai pas je connais sa carrière universitaire, tu vois, et il est drafté haut du coup, je crois qu'il est drafté 4 ou 5, un truc comme ça. 4e. Mais je peux pas me rendre compte, j'ai pas vécu le moment où me rendre compte à quel point on l'attendait fort, etc. Mais c'est marrant sans même savoir ça, quand tu vois, tu sais, le style du joueur, le profil athlétique, le physique, etc., tu te dis, eh, attends, il aurait quand même pu faire mieux, lui, non? Il y a un petit truc, tu vois. Et pourtant, je t'ai dit, je connais son background universitaire sans l'avoir vécu, mais même avec ça, j'arrive à me dire, il y a dû avoir un truc qui cloche quand même. Mais c'est exactement, ouais, c'est un peu pareil, le côté petite déception, parce que moi, j'ai commencé vraiment à suivre le basket avec mes cousins qui étaient plus âgés et qu'on parlait comme un phénomène, genre lui, c'est un bon, ça va être un bon. Et au final, moi, je l'ai surtout vu intéressant, en tout cas, et bon, presque plus vers la fin. Tu l'as dit, Antoine, chez les Hornets, où il est All-Star, je crois, une saison. Ouais, il est insane. ça, ouais. Si les gens pensent que Sean Livingston n'a jamais raté de tir à mi-distance, vous avez jamais vu Jamal Mashburn. C'est automatique, absolu. Ouais. Et du coup, ça a été un peu décevant parce que je pense qu'il avait vraiment un potentiel pour faire plus que ça. Il était dans l'équipe assez cool aussi quand ils étaient jeunes des Mavs avec Jason Kidd aussi. Enfin, et Jim Jackson. C'est avec Jim Jackson le début, ouais. Et ouais, donc petite déception. Et par contre, pour le coup, lui, il fait pas de bruit dans son après-carrière du tout, mais il est blindé de chez blindé. Il a totalement réussi sa reconversion à coups de centaines de millions de dollars récupérés d'investissements ici et là. Donc ça, là-dessus, au moins, il s'est pas loupé. Non, mais c'est un mec vraiment intelligent et je pense qu'il, pour le coup, qui s'est pas non plus forcément leurré sur ce qu'il aurait pu. Je sais pas s'il aurait pu faire plus en fait. Tu vois, j'ai l'impression que c'est quand même un mec avec conscience aussi de ses limites et qui dès le départ a vu sa carrière professionnelle comme une étape à venir de sa vie professionnelle et de sa vie. Enfin, il y a une phrase assez célèbre où il disait que quand il était gamin, il voyait les mecs qui sortaient du bureau avec leurs mallettes, comment on dit ça, une mallette, Une mallette, ouais. une petite mallette, et il disait voilà, c'est ça, quelqu'un qui réussit sa vie et que son objectif, enfin, il avait conscience que ça s'arrêterait pas aux limites du terrain, quoi. Ouais. Alfred avait une deuxième question qui est différente, mais concerne aussi une individualité plus récente, celle-là. Ma deuxième question concerne Jalen Brunson. Je l'ai réellement découvert l'an dernier et il m'a franchement impressionné en playoff. C'est le gars qui exploite 100% de son potentiel selon moi. Il a attiré mon regard également à l'intersaison en ne prenant pas le contrat max pour permettre aux Knicks de s'étoffer. Pouvez-vous m'en dire plus sur la personne et sur le plafond que vous lui prêtez sur ces playoffs qui démarrent? Pour le coup, Bronson, moi j'aimais bien depuis le départ en fait, depuis sa saison rookie et même avant, parce que j'étais assez fan de ce qui avait été mis en place à Villanova. Voilà. Pour autant, même quand il sortait du banc à Dallas, je le trouvais très très bon. Pour autant, j'imaginais pas quand même qu'il pourrait hausser ce niveau, qu'il pourrait atteindre le niveau qu'est le sien. Je vais être super honnête. Je pensais que c'était un super joueur, mais que ça serait voilà un super lieutenant dans le meilleur des cas. J'imaginais pas qu'il pourrait être la plaque tournante d'une équipe ambitieuse et d'une équipe qui performe. En ce qui concerne le plafond, j'ai un peu le sentiment qu'il y est peut-être déjà malgré tout. Et que la question, ça va être de voir combien de temps il peut maintenir ce niveau qui est incroyable. Mais je suis pas persuadé qu'il y ait vraiment... ou derrière, s'il y a une marge de progression, c'est plus peut-être dans l'efficacité, dans la manière de gérer son effort sur un match, sur une saison, de l'expérience en gros. Mais sinon, j'ai du mal à croire qu'il y ait encore vraiment un cap à passer pour lui. Ouais, moi, pareil. C'était peut-être pas sa meilleure saison. Peut-être qu'il y en aura une, effectivement, où, comme tu as dit, avec de l'expérience, tu piques un peu mieux tes spots, etc. Il y aura peut-être une saison dans les 2-3 à venir qui sera meilleure que celle qu'on a vue jusqu'à présent de Bronson. Mais pareil que toi, j'ai l'impression que son plafond, il y est déjà. Je vois vraiment pas trop un palier supplémentaire chez lui. Et ça a l'air d'être un gars cool, hein. Ils sont marrants, lui et Josh Hart, les gars de Villanova, là, mais Josh Hart et lui ont un duo vraiment cool. J'aime bien quand ils se chambrent, j'aime bien leur manière de se comporter, en tout cas de ce qu'on connaît, en tout cas leur manière
et sa manière à lui de s'exprimer, ça a l'air d'être un bon gars, tu vois. En tout cas, de l'extérieur de ce qu'on peut voir de lui. Ouais, j'ai cette impression. Enfin, moi aussi, je dirais que le plafond semble atteint, mais c'est un plafond très élevé. Je veux dire, All-Star, membre de All-NBA Team, c'est déjà incroyable par rapport au potentiel qui lui était prêté, par rapport à sa taille, son gabarit, tout ça. Mais il a quand même eu la tendance à vachement casser les plafonds qu'on lui imposait à chaque fois. Et c'est peut-être pas encore terminé. Là, cette campagne de playoff, celle-là, et peut-être encore une, deux, trois, je sais pas, à venir avec les Knicks, vont peut-être nous dire quel joueur de joueur c'est et si le plafond il est vraiment atteint. Après, ouais, c'est un mec cool et moi j'aime bien ces histoires-là de type qui normalement n'ont pas des qualités athlétiques et physiques extraordinaires, même si c'est plus que le commun des mortels, et qui arrivent à être les têtes de gondole d'une franchise comme les Knicks. En plus, c'est les Knicks, c'est ça qu'il faut dire, c'est que il faut avoir une personnalité. Ils nous demandaient sur la personnalité pour être tout de suite fort aux Knicks et plusieurs saisons de suite. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a plein qui se sont crachés par le passé. Donc, c'est un mec que j'aime beaucoup. Le plafond, ça reste encore à déterminer, même si effectivement, j'aurais tendance à penser comme toi, Théo. Une question encore un peu vintage dans la foulée et qui concerne encore un meneur pas très grand. Une question de Pierre-Louis qui me disait, en regardant récemment un match datant d'avril 92 entre les Hornets et les Knicks, disponible en 16/9 sur YouTube, une réflexion m'est venue et j'ai eu envie de vous écrire. Quand j'étais jeune, j'étais un grand fan de Muggsy Bogues. Je le suis d'ailleurs toujours et je ne saurais dire pourquoi, mais je me suis toujours identifié à lui. Je rêvais de mesurer 1m60, d'être métisse et j'avais même un t-shirt de la Dream Team. Alors que tout le monde voulait du Jordan, moi j'avais choisi Christian Laettner. J'ai un faible pour les marginaux, les atypiques. Ça, c'est fou. C'est la phrase la plus folle que j'ai entendue quasiment de ma vie, ça, franchement. Tu sais, à parler, même les mecs de la famille de Laettner, ils disent pas ça. C'est beau, quoi. J'avais à peine 4-5 ans à l'époque, donc trop jeune pour pleinement apprécier la qualité du jeu proposé, mais aujourd'hui, avec un peu plus de recul, j'ai 37 ans, je redécouvre ce basket avec des yeux neufs et ce qui m'a marqué en revoyant ce match, donc ce Hornets-Knicks, c'est la vitesse et le rythme de jeu bien plus dynamique que ce à quoi je m'attendais, notamment grâce à Boggs, qui remonte la balle à une vitesse folle et influence clairement le tempo offensif de son équipe. J'ai toujours eu de l'admiration pour les petits, mais Muggsy était unique. Défensivement, c'était pas un joueur élite, mais un très bon défenseur, tenace et intelligent. Cela m'amène à ma question. Pensez-vous que Muggsy Bogues aurait pu encore mieux s'exprimer dans la NBA actuelle avec son rythme plus rapide, ses espaces plus ouverts et sa valorisation du jeu rapide et de la créativité? Peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que son profil aurait peut-être été plus mis en valeur aujourd'hui. Rappel, il mesure 1m60. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors, faut le transposer dans la NBA de maintenant. J'imagine qu'il aurait eu un tir extérieur plus fiable que ce n'était le cas à l'époque. C'était quand même une de ses grosses faiblesses. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les équipes en attaque sont encore plus à la recherche du match-up important. Et quand tu vois qu'un mec comme Isaiah Thomas n'a pas retrouvé de spot, qui avait quand même un talent offensif bien plus élevé que celui qui était celui de Muggsy Bogues. Quand tu te rappelles des dernières saisons de... c'est fou. Ce joueur, le dernier All-Star des Hornets avant la Kemba Walker. Kemba Walker, merci. Aux Celtics, et à quel point il était ciblé à répétition, à quel point c'était une difficulté pour les Celtics de pouvoir espérer gagner avec lui. J'ai du mal à penser. Alors, Muggsy Bogues est un meilleur défenseur malgré tout, mais franchement, je pense que ça aurait été très compliqué pour lui de se faire une place dans la NBA actuelle. Je comprends la question sur le rythme, le fait d'avoir plus d'espace pour se faufiler, moins de protecteurs de cercle dans la raquette pour venir t'attendre, mais je pense que défensivement, ça aurait été trop dur. Et c'est vrai que le tir extérieur, ça a toujours été une énorme difficulté pour Muggsy Bogues à l'époque. Alors voilà, on peut se dire qu'aujourd'hui, il l'aurait développé plus que ce n'était le cas, mais je suis pas certain que ça aurait été plus facile pour lui aujourd'hui. Pareil, je suis pas certain. Est-ce qu'il aurait pu trouver sa place? Je serais tenté de dire oui, dans le sens où... Et encore, en fait, voilà. Si on prend le Muggsy Bogues juste des années 90 et que du coup on le transfère dans la NBA d'aujourd'hui, je dirais non. Si tu me dis, comme a dit Théo, il a grandi aujourd'hui, il a vu les joueurs d'aujourd'hui, là oui, peut-être. Un mec avec sa détermination, son intelligence, sa vitesse, aurait développé aussi des aspects sur la NBA d'aujourd'hui, aurait peut-être pu. Et encore, je rejoins Théo. Isaiah Thomas, il était meilleur offensivement et il faisait quoi, 5 cm de plus? Non, et encore, il faisait quelle taille, Isaiah Thomas? 1,70? 10 cm de plus? 75 avec les chaussures. Ouais, non, mais ça, c'est la taille officielle. Mais bon, ok, il faisait aller au moins 10 cm de plus et Théo a tout dit, quoi. Il est plus en NBA aujourd'hui.
parce que trop. Après, c'est vrai que c'était pas un aussi bon défenseur, mais il aurait été ciblé d'une manière ou d'une autre. Tu l'as très bien dit, Théo. Aujourd'hui, je pense que les attaques sont plus intelligentes. Je suis désolé, ça va faire bondir ceux qui ne jurent que par les années 90, mais en fait, les schémas. Comment dire, l'exploitation, ça revient, je répète juste ce que tu as dit, mais l'exploitation des duels, je pense que ça aurait été trop compliqué de mettre Muggsy Bogues sur le terrain. Donc je pense pas qu'il serait mieux collé pour lui. Dans le meilleur des cas, ça aurait tout aussi bien collé parce qu'il se serait adapté, mais je pense pas que ça aurait mieux collé. Je pense pas qu'on aurait vu un meilleur Muggsy Bogues. Ouais, je me demande même s'il aurait réussi s'il aurait pu accéder aux très bonnes facs, s'il aurait été... s'il aurait pu passer à travers les filets, quoi. Les barrières qui lui auraient été imposées. La petite taille, c'est jamais simple. Mais bon, moi, j'aurais aimé voir un Muggsy Bogues aujourd'hui à 1m60. Ça aurait été fascinant. Je ne sais pas si ça aurait fonctionné, mais ça aurait été assez fascinant. Au niveau mental, par contre, il n'a rien à envier à personne, vu tout ce qu'il a. On a parlé très bien dans le MOOC Small, hein, petite promo au passage, mais sur les petits, si notre auditeur aime les petits et toutes les histoires sur les petits et qu'il n'a pas ce MOOC, qu'il se le procure immédiatement. Je regardais un petit peu ses stats pour vérifier quelque chose. Je regardais son adresse à 3 points. Alors effectivement, c'est une autre époque, hein, donc tu peux pas dire ce que tu disais, Antoine. L'idée, ça serait pas de se dire que ça serait le même joueur s'il jouait aujourd'hui. Il aurait forcément une meilleure adresse à 3 points. Mais malgré tout, il y a une saison 96-97 où il a 41,7% de réussite au tir à 3 points. Derrière, il y en a une seule où il est au-dessus des 30. Donc, tu vois, il y a des saisons en dessous de 20%. Alors, c'est sur des petits potentiels, des petits volumes. Mais le tir de loin, c'était vraiment très, très compliqué pour lui à l'époque. Il aurait fallu, aujourd'hui, pour que ça vaille le coup. Mais encore une fois, je reviens à Isaiah Thomas, en fait. Tu vois, qui est un très bon attaquant. Même un joueur comme ça, finalement, dans ses années quasi prime, alors c'est après une grosse blessure, mais à l'âge où il aurait dû être dans son prime, il avait déjà plus de contrat en NBA, je pense que ça aurait été vraiment compliqué. Ouais. On passe à une petite proposition de Youssef. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on célèbre les cancres, les buses, les nulos, les pompes à vélo du ballon orange. Ne méritent-ils pas aussi leur quart d'heure de gloire et un petit trophée pour service rendu à la médiocrité constante? Au passage, pendant que je tape ce mail, je pense à Dark Antoine qui lui aussi vise un trophée qu'il convoite depuis le début de la saison, le Strike YouTube. Alors Antoine, je crois en toi, c'est le moment de dégainer The Last Shot. Bref, en m'inspirant des trophées qui seront remis dans quelques semaines, pourriez-vous me dire qui sont vos lauréats dans les catégories suivantes? Donc il y en a 5. Voilà, 5 que je vais vous proposer et vous pouvez nous donner vos idées. Le premier, c'est le Worst Defensive Player of the Year, alias la passoire, le chêne millénaire dont les racines sont si profondes qu'il reste figé quoi qu'il arrive. Luka a beaucoup bossé pour l'avoir, surtout après son trade aux Lakers, mais la concurrence avec LeBron risque de lui faire de l'ombre. Cela suffira-t-il donc à Colin Sexton et son pire defensive rating pour rafler la mise? Est-ce qu'il y a un joueur dont les limites et les lacunes défensives vous ont sauté aux yeux cette saison, les gars? Trae Young, de manière générale, c'est chaud. Ouais. Moi, j'ai un trophée collectif, c'est pour les Suns. C'est ce que j'ai vu de plus dégueulasse en tant qu'équipe sur un terrain cette année pour une équipe qui est censée gagner. Franchement. Pardon, je t'ai interrompu. Non, j'avais fini. Non. Bon, il y en a plusieurs, mais. Ouais, non. Généralement, parmi les stars, c'est vrai que là, je reste sur les stars. Trae Young, c'est chaud, je trouve, parmi les stars. Chez les stars, ouais, c'est assez. Après, toujours, il y a eu. Je vais le citer parce qu'il y avait eu un regain de forme, notamment il y a 2 ans de ce côté-là, mais Michael Porter Jr. a fait quelques purges aussi cette année encore, où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air d'être un peu désintéressé de la chose. Ouais, Trae Young, en fait, heureusement, Trae Young compense vraiment beaucoup de l'autre côté, mais tu as l'impression qu'il est quand même pas mal ciblé et abusé la plupart du temps. Et sinon, sur les defensive ratings, après, c'est des stats, ça veut rien dire, mais on a du Keyonte George, Devin Booker. Il y a beaucoup de joueurs des Suns, Théo, donc tu fais bien de les mentionner collectivement. Devin Booker, Tyus Jones et Kevin Durant lui-même, hein, sont top 12 du pire defensive rating. Donc c'est effectivement un bon choix, je pense. On a ensuite... C'était la faute du coach, on vous dit. Tout était la faute du coach. Bien sûr. Avec un autre coach, ça passait largement. Le deuxième trophée, le pire coach de l'année, alias trophée Raymond Domenech. Le coach qui est le seul à comprendre ce qu'il essaye de faire, même si ça ne marche pas. Celui qui vous donne envie de vous arracher les cheveux. Doc Rivers ayant déjà fait son petit carnage sur le scalp de Théo, il connaîtra le concept. Je suis passé à travers les balles, je suis content. Donc le coach qui vous a le plus consterné cette saison.
C'est J'ai pas de dur. souvenir. Vas-y, ouais, vas-y. Ouais, non, non, pareil, j'allais te dire, c'est dur parce qu'en fait, il y a des équipes qui perdent énormément parce qu'elles cherchent à perdre, quoi. Après, je vais, c'est ton gars, Théo, mais c'est pas vraiment sur le coaching, mais genre Willy Green, à un moment, qu'est-ce qui se passe, frère? Euh, Mais même lui, en fait, je pense qu'il même lui, il est surpris d'être encore en poste au bout du compte, hein. Et je pense que c'est un bon gars et peut-être un bon coach, mais on en parlait l'autre fois avec Shai. Moi, je suis un peu surpris même qu'il ait pas bougé, hein, parce que. Apparemment, alors, il y a plein de rumeurs là sur les Pelicans, je sais pas à quel niveau j'y crois. Je sais pas si vous avez vu, mais personne n'est optimiste au sujet de la nomination de Joe Dumars. Moi non plus d'ailleurs. Un mec qui n'a pas été dirigeant NBA depuis 2014 n'inspire pas la plus grande des confiances. Et il y a des rumeurs à prendre avec des grosses pincettes, comme quoi Dumars, on va le mandater de trader Zion, ça j'y crois pas. Mais apparemment, et de garder Willie Green, ce que personne comprend, tu vois. On verra si Dumars garde effectivement Willie Green, mais ouais, genre, à un moment, c'est compliqué. Et sinon, bah, je suis désolé, mais on peut remettre Budenholzer, il y a quand même quelque chose aussi, quoi. Parce que oui, il y a la défense, mais je suis désolé, le jeu des Suns, c'était dégueulasse, quoi. Ça peut pas être que les joueurs. Tu vois, on peut faire le parallèle, tu vois, de tout à l'heure, ça peut pas être que le coach. Là, ça peut pas être que les joueurs, quand même. Le jeu des Suns, il n'y a eu aucun changement avec Frank Vogel, sachant que c'était un des jeux les plus pauvres de la ligue. Aucun changement. Il y a eu du changement, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, pas eu une hausse de qualité du jeu et tout. Donc, ouais, c'est deux qui me viennent en tête. Moi, j'ai un autre candidat si vous voulez, mais c'est un Vas-y. très bon coach aussi, hein. C'est un coach champion NBA en plus. Mais Nick Nurse au Sixers, c'était dur aussi, hein. Parce qu'il y a les circonstances, hein, Embiid, Paul George, mais il y a des coachs, je prends l'exemple de Spoelstra, qui ont eu des saisons calvaires avec des effectifs intermédiaires et autres, qui ont réussi à sauver un peu la face. Là, il avait l'air perdu, dans la communication aussi, c'est compliqué. Alors, c'est pas le pire coach de la ligue, évidemment, mais ça a été un peu... il mérite au moins une mention, je pense. Mais j'y ai pensé à Nick Nurse, mais c'est vrai que l'hécatombe de défaites, enfin, pas de défaites, mais de blessures, c'est compliqué. Mais globalement, quand même, ça fait plusieurs années que je trouve que ces équipes. Alors, je vais pas dire qu'il y a des équipes qui peuvent jouer le titre, hein, mais que ça performe pas autant que ce que j'imaginais, ou du moins, j'ai pas retrouvé les coups de génie un petit peu. Après, des fois, c'est des situations particulières, mais ce qui avait fait son succès aux Raptors, on l'a pas vraiment retrouvé. Et sinon, c'est marrant parce que paradoxalement, le seul truc qui m'est venu en tête, mais c'est un craquage. C'est Spoelstra qui demande un temps mort qu'il n'a pas. Ah Super oui, oui, énervant bah en oui. début de saison, là, qui coûte une victoire à son équipe. Alors que c'est peut-être l'un des tout meilleurs coachs de toute la ligue. Mais je suis sûr que ce truc-là, tu vois, dans 25 ans, tu leur reparleras. Il fera encore des cauchemars en disant putain, je savais que j'avais pas de temps mort. c'est mais bon, c'est un craquage sur un match. Ok, trophée suivant. Le trophée suivant, c'est le Worst Rookie of the Year. Question difficile, je l'admets, car soyons lucides, 80% d'entre eux sont arrivés anonymes et repartiront tels quels, bosser chez Costco ou Walmart. Donc autant anticiper un peu et citons l'élu pour une seule et unique fois. Qui était votre... Alors ça peut être le pire rookie ou le plus décevant à vos yeux, on va dire. Par exemple, j'ai pas du tout envie de citer Rich Shepard. Je suis persuadé que ce gars, Il n'a pas joué, quoi. il a juste pas joué. Et quand il a joué, il a été bon. Alors, enfin, au début, il jouait, il était pas très bon, mais c'était des minutes un peu difficiles. C'est pas simple ça, hein. Si, non mais allez, il y en a deux. Décevant, décevant. Deux gars draftés haut. Cody Williams et Tidjane Sala. Ouais. Si on est honnête, si on met de côté, juste par rapport à ça, il est drafté 6e quand même, tu vois. Il est drafté 6e, il a été blessé, mais au final, tu sais, dans une équipe très faible des Hornets, tu vois, pas réussi à s'affirmer, etc. Ça veut pas dire qu'il fera pas une belle carrière, mais c'était pas une très belle première saison. Et Cody Williams, pareil, alors drafté un peu plus bas, je crois que c'est 10. Cody Williams, le frère de Jalen d'ailleurs, qui a eu un temps une super cote, hein, Cody Williams, hein, à un moment pareil. Il s'est fait partie des mecs qui sont annoncés top 5 en septembre, tu vois, et qui après descendent. Alors, ils avaient quand même été draftés en 10, mais Cody Williams, on l'a pas vu dans une équipe super faible de Utah. Ouais. Je trouve ça dur sur les rookies parce que ça dépend tellement du contexte. Tu vois, pour Tidjane, c'est justifié dans une mesure et en même temps, il est tellement jeune. Ouais. Il était tout jeune. Même dans cette classe de rookies, c'était un des plus jeunes. Donc oui, effectivement, en fait j'ai l'impression que pour Tidjane, on aurait pu espérer mieux, mais la logique, limite, la logique est respectée quelque part, peut-être, quoi.
d'une certaine manière, ou alors il aurait fallu lui donner beaucoup plus de minutes, c'est-à-dire de toute façon il va pas être bon, mais on va lui donner beaucoup plus de minutes parce qu'on veut accélérer le processus. Mais moi j'ai pas de nom particulier qui me viennent en tête. Moi, j'en ai un si vous voulez. Mais alors, je reprends le terme littéral, c'est peut-être un peu dur et méchant, mais je pense que le 55e pick de cette classe de draft, LeBron James Jr., est peut-être le moins bon parmi ceux qui ont joué un peu cette saison. C'est méchant, mais voilà. C'est marrant parce que j'ai dit donc Cody Williams et Tidjane Salin. Là, je regarde la liste des rookies qui ont joué plus de 20 minutes. Donc, ils en font partie. Plus de 20 minutes par match, c'est les deux qui ont mis le moins de points par match. Ok. Ah ouais. Alors, Cody Williams, c'est encore plus compliqué. Hein. On a 4,6 points, 32% au tir, 25% à 3 points. Et Tidjane Salin, 5,9 points, 33% au tir, 28% à 3 points. Mais surtout qu'au Jazz, Cody Williams a peut-être la palme. Ouais, parce qu'au Jazz, ils n'hésitent pas à faire jouer les jeunes. Il y a moyen de. Mais il est rarement cité dans les plans. Donc c'est assez étonnant. Effectivement, Cody Williams peut-être peut faire consensus. Prochain trophée, le Worst Improved Player, la pépite sur laquelle vous aviez tout misé et qui s'est totalement vautré, le gars qui avait tout pour briller mais qui n'a rien allumé cette saison. Pour ma part, j'attends toujours l'éclosion de Markelle Fultz, mais cette saison, gros big up pour moi. Alors, il nous donne son vainqueur à Patrick Williams, 90 millions sur 5 ans pour finir avec 8 points, 4 rebonds et 2 passes du grand art. Moi, j'en ai un, mais c'est pas quelqu'un en qui j'ai cru. Donc, pour le truc dont vous avez misé dessus, mais déçu de Keegan Murray quand même. Vraiment, Keegan Murray, il est j'en remets une couche sur cette histoire de That's the worst we are going to see of him. Sa saison rookie reste sa meilleure saison rookie. Non, j'exagère, c'est pas vrai. Sa saison sophomore, elle est meilleure. Mais bon, là, il y a eu une stagnation et même régression en fait. Régression, après, il y a un contexte et tout, mais je sais pas. Moi, il me déçoit un petit peu. Alors, j'en attendais pas non plus monts et merveilles, mais c'est un mec que j'aurais bien voulu décoller. Je pense que c'était important pour Sacramento. Mais oui, par contre, il reste quand même meilleur que Patrick Williams. Mais c'est très bien vu qu'il gagnerait, parce que moi j'y croyais quand même, et je pense encore qu'il y a un vrai joueur. Les choses qu'il a montrées durant ces 2 premières saisons, c'était vraiment intéressant. Mais et donc tu as raison de le citer. Ce qui est dur, en fait, c'est de voir ce qui fait partie du contexte ou pas. Une fois qu'ils avaient ramené Zach LaVine, c'était mort, de toute façon. Il y avait tout simplement plus y avoir suffisamment de ballons pour qu'il puisse continuer sa progression. Patrick Williams, par contre, je capte même pas. Mais lui, personne ne comprend pourquoi il a été drafté. Voilà, c'est ça, personne ne capte pourquoi il a été drafté 4, en fait. Donc, à partir de là. Il y a quand même un été où son agent demandait, je crois que c'est à la fin de son contrat rookie, là, que son agent laissait entendre qu'il signerait rien de moins que le max possible à la sortie de son contrat rookie. Ouais, Patrick Williams, c'est assez incompréhensible, quoi. J'ai pas d'autres propositions plus pertinentes, je pense, que Patrick Williams sur le mec dont on, au sens large, attend l'éclosion et qu'elle vient pas du tout. C'est assez constant. Voilà pour ces trophées-là. On passe à une autre question. Question d'Alix. Jokic a déjà 3 MVP, peut-être bientôt un 4e. Où le placeriez-vous dans l'histoire des Européens? Est-il pour vous déjà le GOAT des Européens? Personnellement, j'ai toujours considéré Dirk Nowitzki comme étant le meilleur all-time pour avoir été le franchise player d'une équipe contender sur un bon paquet d'années, sans oublier son niveau exceptionnel lors des compétitions FIBA, où il a notamment amené une équipe assez faible d'Allemagne en finale de l'Euro en 2005. Mais il faut avouer que le niveau du Joker est tellement stratosphérique que je pense qu'il y a déjà débat, en plus de son palmarès déjà bien fourni, même s'il lui reste encore pas mal de bonnes années. Qu'en pensez-vous? Et plus globalement, auriez-vous un top 5 all-time européen? Je pense que c'est déjà le meilleur européen de tous les temps, Nikola Jokic. Et j'adore Dirk et tout. La carrière de Dirk est plus grande parce qu'elle est plus longue aujourd'hui, tu vois. Et encore. Rien qu'avec les MVP, tu vois, ils ont un titre chacun. Avec les MVP, avec le niveau atteint, même le niveau atteint, le niveau de jeu, tout. Je pense que Jokic est le meilleur de l'histoire. Je le mettrais devant Dirk. Je sais que toi, Théo, si je dis pas de bêtises, tu mets Gasol devant Dirk. Moi, je mettrais Dirk deuxième. Donc, je mettrais Jokic, Dirk, Pau Gasol pour les Européens. Ouais, ça serait mon top 3. Je m'arrêtais à top 3, moi. Alors oui, il y a 2 choses. D'une part, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Je pense que Jokic est le meilleur joueur européen de tous les temps. Simplement, c'est toujours compliqué quand les mecs n'ont pas fini leur carrière. Je trouve ça un petit peu dur pour ceux qui ont terminé leur carrière, qui sera on verra ça quand ça sera fini, mais oui, pour moi, il est parti pour faire ça. En tout cas, c'est le joueur le plus fort. Le plus grand, je ne sais pas encore. Peut-être qu'on pourra en débattre plus tard.
même si c'est parti pour être le cas. Le plus fort, c'est sûr. Pour ce qui est de dire qu'il est Gasol, je sais pas si je mets Gasol devant, mais je pense que c'est quand même serré et que souvent Gasol, il passe un peu à la trappe. J'ai l'impression quand on parle des meilleurs Européens de l'histoire, du moins son nom arrive parfois un peu bas, je trouve. Là, pour le coup, au niveau palmarès, c'est un truc de malade, hein. Et si tu prends en compte la partie FIBA, là, comme le disait notre auditeur, le palmarès des Niño Del Oro, là, ça a aucun sens en basket FIBA. Il y a que les filles de Team USA, en fait, je pense, pour avoir des palmarès semblables. Donc Gasol est très haut. Donc oui, pour le 5 all-time, il y a Jokic, Gasol, Dirk, c'est sûr. Je pense que tu es obligé de mettre Drazen Petrovic probablement, même si le fait qu'il soit mort si jeune, ça fait qu'il y a une partie de mythe qui joue, mais finalement, ça a quand même été le premier à vraiment pouvoir peser à ce point-là aussitôt. Et derrière, pour le 5e spot, c'est la question de savoir est-ce que tu prends le plus grand, le plus fort. Si c'est sur le palmarès, Tony Parker est dedans. Sur le palmarès, Tony Parker est dedans, même sur le... c'est un mec qui était All-Star, qui était dans la discussion pour être MVP, même s'il n'a pas été, qui était MVP des finales. Je pense que Tony Parker est dedans. Après, sur les plus forts, des mecs comme Sabonis, c'est pareil, on ne se rend pas compte parce qu'il y a peu d'images, mais Sabonis, avec son tendon d'Achille, les gens ne comprendraient pas ce que c'est, quoi. C'était absurde pour l'époque. C'est aussi un mec dont la carrière a beaucoup été impactée par sa blessure, et c'est assez intéressant parce que maintenant qu'il y a de plus en plus d'anciens joueurs qui ont des podcasts, son nom revient extrêmement souvent dans des discussions quand les mecs disent ouais, quel est le joueur où t'imaginais pas qu'il était aussi fort. C'est assez impressionnant de voir le nombre de fois où le nom de Sabonis revient dans la discussion, et je pense que voilà, on a déjà un petit peu oublié quel était son niveau, mais je pense qu'il est dans la discussion aussi. Ouais, 2 points. Moi, je pense que Jokic finira sa carrière comme meilleur joueur européen de l'histoire. Je pense que Luka Doncic n'en sera pas très loin non plus. Il a encore un peu de temps aussi. Et je pense qu'on oublie souvent qu'il est européen parce que ça fait longtemps qu'il est aux États-Unis. Qu'il est Giannis Antetokounmpo, qui est africain, d'origine africaine, mais qui est grec. Il n'a pas les accomplissements de club en Europe ni avec sa sélection. Mais sur le strict plan européen, c'est quand même un énorme phénomène. Donc, je pense qu'à la fin, là, à l'heure actuelle, moi aussi, c'est cool de mettre Gasol, c'est inévitable, Nowitzki, Petrovic pour le talent. Peut-être que dans 10-15 ans, on mettra Giannis. C'est sûr. Je pense. Il a déjà surtout 2 MVP, un Deepoy et tout. Ouais, surtout si tu te demandes, est-ce que c'est le plus fort ou la plus grande carrière? C'est toujours la question qui est compliquée en fait dans ces classements-là, parce que finalement, Giannis, il y est déjà dedans. Je veux dire, je veux pas faire offense à Tony Parker, mais si tu te demandes c'est lequel le meilleur des 2 joueurs, je suis désolé, mais c'est Giannis pour moi le meilleur des 2 joueurs. Par contre, lequel a fait la plus grande carrière, pour l'instant, ça reste bien évidemment Tony Parker. Mais effectivement, c'est toujours ces questions-là qui sont compliquées, quoi. Ce qui est bien, c'est que la prochaine question concerne Tony Parker en plus. Question de Cyril. Question concernant la legacy des Spurs. Je suis tombé sur un podcast avec Shaq qui disait que sans Duncan, Parker et Ginobili auraient été incapables de mener les Spurs en play-off. Son host, lui pensait le contraire. Quel est votre avis? Pour ma part, je suis divisé. Donc, ça veut dire quoi sans Duncan, en fait? Parce que s'il n'y a pas Duncan, il y a un autre joueur. C'est ça le truc. S'il n'y a pas Duncan, il y a un autre joueur avec un salaire de superstar et un niveau All-Star, en fait. Moi, je te la fais même autrement. Il n'y a pas Duncan, Manu et Ginobili, c'est les stars de l'équipe. Les Spurs, ils vont en play-off. Mais j'en suis absolument convaincu. Est-ce qu'ils gagnent des titres? Non. Mais bien sûr qu'ils vont en play-off. Manu Ginobili et Tony Parker, ça, c'est ton bac courte. Mais déjà, Ginobili, il aurait eu 10 sélections All-Star de suite. Parker, peut-être aussi. Et non, cette équipe, bien sûr qu'elle va en play-off. Ça aurait été une grosse équipe. Ça aurait été une grosse équipe de l'Ouest. Ils n'auraient pas été champions. Je pense que ça ne gagne pas de bague. Après, il faut voir qui y a autour, comme dit Théo, tu vois. Mais c'est genre ton équipe, elle tourne autour de ce bac court star. T'inquiète, ça va en play-off. Tous les ans. Et c'est. En fait, vas-y, parce que c'était sur autre chose. Poursuis, Théo, vas-y. Non, j'allais dire, mais Shaq, il est trop fatigant, parce que ça a aucun intérêt, en fait. C'est quoi cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Je comprends même pas ce que ça veut dire. Est-ce que les Spurs auraient été moins forts si tu avais retiré l'un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps? Oui, ils auraient été moins forts. C'est quoi la réponse que tu attends? Je comprends pas je comprends même pas la logique, en fait. Et vu que c'est à nouveau bien fait, il y a une question maintenant sur Tim Duncan qui est un peu liée. Question de Marceau. Marceau qui me dit: je suis un ado qui suit la NBA depuis seulement 3 ans. J'ai donc pas pu voir Tim Duncan jouer. Cependant, il est souvent jugé comme étant l'un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps par beaucoup. Et récemment, Steph Curry l'a même mis dans son 5 all-time.
Je voudrais avoir votre avis sur ça et sur ce joueur pour que vous m'éclairiez sur lui, puisque je le connais finalement très peu. Comment on peut synthétiser, résumer ce qu'était Tim Duncan et sa place dans l'histoire pour quelqu'un qui ne Ah, l'a pas vu jouer? pardon, avant que Meilleur. tu enchaînes, Vas-y, juste un truc sur Shaq. Shaq a pas gagné non plus sans Kobe ni sans Dwayne Wade, hein, pour rappel. Donc, et je l'ai pas vu porter des équipes jusqu'à être champion sans avoir une superstar à ses côtés non plus. Pardon, c'était la parenthèse. Et pan. Ah bah, c'est vrai. Ouais. Tim Duncan, meilleur power forward de l'histoire. Donc le meilleur poste 4 de l'histoire, d'où l'idée que Stephen Curry le mette dans son 5 all-time. Après, ça se discute, mais selon moi, sachant que certains peuvent le voir comme un pivot, etc. C'était un pivot de formation qui a joué 4 avec David Robinson. Complet sur plein d'aspects, surtout défensivement. Two-way player, machine, un gars qui aurait pu avoir... Sa carrière est sous-estimée parce que quand on va regarder juste ses stats, je crois qu'il est même passé, avec sa longévité, il est passé sous les 20 points de moyenne sur l'ensemble de sa carrière. Je crois qu'il a 19 et 10, un truc comme ça. Donc ses stats, surtout comparé à ce que vont faire certains joueurs aujourd'hui avec une NBA plus rapide, plus de possession, etc., ces stats vont sembler inférieurs à plein de joueurs, mais dans l'impact, dans la mentalité, dans la capacité à mener une franchise tout en haut. Là où je rejoins Shaq, c'est qu'il y a eu une dynastie aux Spurs. En tout cas, les Spurs ont été ce qu'ils ont été parce qu'il y a eu Tim Duncan. Tout partait de lui. Pop l'a dit, tout le monde l'a dit. Sur le terrain, en dehors, un joueur magistral et un des 10 meilleurs de tous les temps sans aucun doute. Le meilleur joueur de sa génération, je vais même aller jusque-là. Je suis désolé pour les fans de Kobe. En tout cas, le plus grand de sa génération. C'est délicat. Le meilleur, plus grand, c'est délicat. Je ne sais pas si c'était le meilleur de sa génération, parce que pareil, là, en termes de niveau de jeu atteint, Kobe Bryant, puis en plus dans des postes différents. Mais je pense, si tu me dis vraiment... Je sais que Kobe, d'ailleurs, la preuve sur NBA 2K, il y a une ère pour cette époque, c'est l'ère Kobe Bryant, tu vois, ils appellent ça l'ère Kobe. C'est le Kobe le plus populaire. Mais je pense que le meilleur joueur de ce moule-là, de ce moment où il y a eu Kevin Garnett, Kobe Bryant, Allen Iverson, etc., je pense que c'était Tim Duncan. Je partage ton avis tout simplement parce que c'est quand même celui qui permettait année après année, quel que soit le contexte, à ton équipe d'être parmi les favoris au titre en fait. Jamais un problème en dehors du terrain, jamais un problème dans le vestiaire, capable de s'adapter aux besoins de son équipe, à l'évolution de son équipe, de changer son jeu pour permettre à d'autres joueurs d'élever le leur. Et honnêtement, sur ces dernières années, en fait, s'il avait voulu rester le joueur majeur de son équipe, il aurait pu. Il aurait complètement pu. Simplement, il a eu l'intelligence de comprendre qu'il fallait laisser de la place à Tony Parker le moment où il était en train de monter en puissance, à Ginobili à un autre moment, à Kawhi Leonard sur la fin de sa carrière. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Meilleur poste 4 de tous les temps. Un mec qui a été à la fois l'encre défensive de son équipe pendant 20 piges quasiment, et en même temps, pendant la majorité de sa carrière, l'une des solutions les plus sûres si tu avais besoin de 2 points, tu donnais la balle à Duncan avec un jeu posté magnifique, un vrai sens de la passe. Oui, c'est ça. Et après, pour Kobe, bon, c'est compliqué parce qu'effectivement, sont tellement aux antipodes. Il était aussi peu spectaculaire que l'était Kobe Bryant. Il a fait une carrière tout en, comment dire, je vais pas dire d'un niveau égal, mais en fait, il a été là où Kobe Bryant, c'était des hauts et des bas à l'intérieur d'un match, à l'intérieur d'un carton. Tim Duncan, c'est la constance. Donc forcément, c'est moins fascinant pour la plupart des gens que l'a été Kobe. Mais ouais, c'est ce niveau-là. Moi, je suis pas surpris. Je sais pas, les trucs des tops, c'est très compliqué. Je sais pas si je le mets dans mon top 5. Si tu me demandes quel est le meilleur poste 4 de tous les temps jusqu'à présent, je te dis Tim Duncan, mais top 10 à coup sûr. Ouais, il y a le côté force tranquille, quoi. Et puis le surnom des Big Fundamentals, c'est ça, c'est tout ce qui était de l'ordre du fondamental, il le maîtrisait. Moi, en fait, l'image vraiment que je garde de Duncan, c'est les bank shots, quoi. C'est le dernier qui a vraiment, c'était un art. Il y a encore aujourd'hui de temps en temps des mecs qui vont en faire, mais lui, c'était calculé, placé. Tu savais qu'il allait te le mettre s'il y avait une possibilité. Et ouais, bon, je vous rejoins. J'ai pas grand-chose à rajouter sur le fait que c'était un mec exceptionnel, mais il y a le côté finalement peu spectaculaire d'un point de vue de fan lambda, on va dire, qui attend surtout des gros dunks et des actions spectaculaires à l'époque. Mais par contre, dès que tu commences à bien comprendre le basket, en grandissant, tu te dis, mais c'est quoi ce mec? Il est phénoménal. Et puis son art du trash talk, là, c'est assez marrant. Tous les mecs ont essayé de rentrer dans la tête, qui n'ont pas réussi. Et finalement, c'est lui qui leur est rentré dans la tête. Il y avait, je crois que c'était, je sais plus quel jour racontait ça, que
où t'es genre, il donne tout ce qu'il a en défense, Duncan marque, et en repartant, il disait ouais, bien joué, mec. Mais t'es genre gentiment, tu vois, genre ouais, pas mal, bien joué, mec. Et à quel point ça te sapait. Même Kevin Garnett a arrêté de lui parler. C'est dire à quel point il était inamovible. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Vous allez voir, question de luxe. Même si je ne suis pas un grand fan de Luka Doncic, le trade continue de me laisser perplexe, autant sur le plan sportif qu'extra-sportif. Nico Harrison avait présenté cette décision comme un choix assumé, centré sur l'instant présent. Mais entre la blessure du joueur sans s'incarner présent et les résultats de plus en plus préoccupants des Mavs, le pari semble d'ores et déjà perdu. Pendant ce temps, les Lakers en tirent un bénéfice évident. Je peine à imaginer un scénario où ce trade ne finira pas parmi les pires moves de l'ère moderne. Ça, on est à peu près tous d'accord dessus. Dans ce contexte, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, encore justifier le maintien de Nico Harrison à son poste en fin de saison? Bah, c'est que les propriétaires ont quand même dû appuyer sur le bouton, en fait. Donc, finalement, il n'a pas fait ce trade tout seul. Il a quand même fallu qu'il y ait un propriétaire qui accepte et qui dise oui, on va faire ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça serait un désaveu tellement dingue, même avec des répercussions potentiellement sur le reste de leur business, hein, à toute la famille, là, que je pense que tu peux pas le désavouer maintenant, quoi. Ça aurait encore moins de sens. C'est-à-dire que tu dis, tu prends la décision la plus impopulaire de tous les temps, et 2 mois après, même pas, tu vas dégager le mec qui est... Enfin, pour moi, ça sera encore plus dingue si Nico Harrison se faisait dégager maintenant. Je sais pas si là tu me demandes genre la probabilité qu'il se fasse dégager cet été, je la mets peut-être à 40 et pas à 50 ni à 60, mais je la mets peut-être quand même à 40, hein. Moi, je pense qu'il y a un monde où il se fait tège, où il se fait tège. En tout cas, ce qui est sûr selon moi, c'est que là, dans un an, attends, on est en avril, faut compter les playoffs de l'an prochain. En juin prochain, Nico Harrison, il est plus le GM des Mavs. Ça, je suis prêt à le parier. Est-ce que ça sera dès cet été? Qu'est-ce qui pourrait faire que dès cet été, je sais pas, Anthony Davis qui demande son trade, tu vois? Genre les Mavs qui sortent là au play-in hier soir, du coup, on enregistre vendredi, qui sortent et Anthony Davis qui demande son trade au début de l'été. Je suis pas sûr qu'après Nico Harrison il passe l'été. Je sais pas, et c'est spécial. Dans le mou du mois de juillet, du mois d'août, quand on a, tu vois, c'est un peu plus lointain. Après, c'est débile de changer son GM après la free agency. Mais bon, on a bien vu que les mecs qui dirigent les Mavs ne sont pas les plus malins, hein. Donc, moi, je serais pas si surpris que cet été, ils sautent, en fait. Et même si c'est un désaveu, c'est une reconnexion presque avec la fanbase. C'est ce que tout le monde demande. Donc, de toute façon, tu veux te désavouer auprès de qui? Ouais, c'est une manière de reconnaître par contre que tu as eu tort. Que, ah ouais, tu vois, on a laissé se faire. Ce mec-là nous a présenté un truc, on l'a cru, on n'aurait pas dû. On s'est rendu compte. Oui, tu vas passer pour un con, mais bon, de toute façon, il passe déjà tellement pour des cons que. Ouais, franchement, je serais pas surpris. Je me dis qu'il n'y a même pas forcément besoin d'un motif en fait pour que Nico Harrison il se fasse virer cet été. Il va se faire virer par rapport à ce trade. Il va se faire virer un moment par rapport à toutes les conséquences de ce trade. Après, est-ce que ce moment, ça sera cet été ou dans un an? Ça, je sais pas, mais le motif, il est déjà acté en fait. C'est le trade et ses conséquences. Sauf s'il a exécuté un ordre venant de plus haut. Et du coup, je rebondis avec une autre question. Si vous saviez le nombre de questions qu'on nous envoie sur ce trade, sur Nico Harrison et tout, là ça va être seulement la deuxième, mais j'aurais pu en mettre 45, hein, sans blaguer. Il y a une question d'Emmanuel qui est dans la continuité de ça, qui nous dit « C'est pour moi l'événement de la décennie, en pensant à mon univers professionnel, personnel, où beaucoup de choses s'expliquent par des décisions qui viennent de plus haut qu'on ne le pense, ou que ce qui est annoncé et assumé par le niveau hiérarchique du dessous. » Donc là, en l'occurrence, Harrison. Je me dis que la seule explication rationnelle du trade est un ordre venant de la NBA. D'un certain point de vue, chaque équipe n'est qu'une filiale du Trust NBA et n'est rien sans la Ligue, qui est un bénéficiaire direct de l'opération. Marketing, visibilité, franchise incomparable. Qu'en pensez-vous? Accessoirement, je trouve plus choquant encore la négociation bilatérale et donc l'absence d'enchères. Il y avait moyen de braquer le prochain siècle de tour de draft d'une autre franchise que le trade lui-même. Et question subsidiaire, je vous écoute plus que je ne regarde des matchs. Est-ce que c'est grave? Tu veux répondre, Théo, d'abord ou tu... Ouais, non, je pense pas que ça vienne de la NBA, tout simplement parce que la NBA est au service des équipes, hein. Je sais que c'est pas forcément toujours facile à comprendre, mais au bout du compte, Adam Silver est employé par les autres
par les propriétaires de la ligue. C'est comme ça que ça fonctionne un petit peu. Donc je vois pas comment la NBA aurait pu imposer à un propriétaire de mettre en place un trade pour l'un des joueurs les plus grands, enfin les plus populaires, les plus talentueux de sa génération. Non, ça je le vois pas. Je le vois pas. Et honnêtement, pour revenir, non, vas-y, je te laisse répondre, Antoine. Non, moi je pense la vérité. Je sais que tout le monde veut chercher un truc. La vérité, elle est peut-être plus simple que tout ça. Je pense pas qu'il y ait de complot. D'ailleurs, Adam Silver a bien dit que les Mavericks n'allaient pas déménager. Moi, j'y crois absolument pas à une implication de la NBA. Parce que déjà, si vraiment, imaginons, ça devait vraiment être le cas, la NBA, elle préfère envoyer Anthony Edwards. Alors, petit marché qui sert à rien avec des nouveaux propriétaires qui ont envie de déménager, fais bouger Edwards. Au moins, tu gardes les Mavs qui ont une équipe très compétitive et t'envoies une star américaine aux Los Angeles Lakers. La star que tous les jeunes Américains, près de qui les jeunes Américains s'identifient. Tu vois, c'est Anthony Edwards, c'est pas Luka Doncic, c'est un Slovène. Et oui, c'est lui qui est passé numéro 1 en vente de maillot, mais je vous garantis qu'il n'est pas aussi populaire, Luka Doncic, aux États-Unis que Anthony Edwards ou Ja Morant. Donc envoie Anthony Edwards dans ce cas, si t'es la NBA. Non, moi j'y crois pas. Et si la NBA, comme tu l'as dit, ce trade, il a énervé les autres patrons des franchises. C'est-à-dire, Adam Silver, il s'est mis à dos 28 des 30 mecs qui l'emploient, comme tu viens de dire. Non, il se serait mis dans la merde, tu vois. Non, ça va pas aux autres. Les autres patrons, ils sont pas contents de ce trade. Il n'y a pas de complot à grande échelle. La NBA, on a trouvé... C'est tombé sur les Lakers parce qu'il se trouve qu'Anthony Davis, il jouait aux Lakers et que Nico Harrison, il voulait un de ses gars. Il aurait tenté Giannis, de ce qu'on comprend. Ça, les Bucks, ils ont rigolé. Et derrière, il voulait son gars. Et son gars, Anthony Davis, il jouait aux Lakers. Il jouait aux Lakers. Et Nico Harrison, c'est avec lui qu'il avait des connexions. Et il a fait son truc. Et moi, je pense que... Et c'est pour ça que je ne suis même pas surpris s'il se fait virer. C'est que, bien sûr que les patrons, les proprios, ils ont donné leur accord pour le trade. Mais déjà, je pense qu'ils connaissent rien au basket. Ils s'y intéressent pas plus que ça. Et Nico Harrison, je pense qu'il est arrivé vraiment de manière véhémente en mode non, mais ça, c'est le deal qu'il faut faire, tu vois. Et lui, il y croit. Et lui, il y croit à son deal. Il y croit dur comme fer. Et il va tomber de très très haut et le motif est déjà acté. Mais je pense vraiment pas qu'il y a un complot derrière. C'était marrant, même le truc du déménagement, c'est marrant, mais j'y crois pas. Pour le complot, je suis comme toi, parce qu'en fait, le truc, on en revient tout le temps à ça, c'est que ça a tellement pas de sens que nous, on est obligé d'essayer de rationaliser le truc et de se dire, mais il doit y avoir un sens qu'on n'a pas perçu. En fait, il n'y en a pas. C'est juste, est-ce que je te rejoins, Antoine, c'est Nico Harrison pour des raisons, je pense, essentiellement d'ego. Et qui, voilà, comme c'est pas le premier ni le dernier, c'est juste que c'était le plus voyant, là, de penser qu'il est plus malin que tout le monde et qu'effectivement, sa star qui, on sait pas comment il se comporte avec lui, peut-être qu'il il s'aime pas, peut-être que effectivement l'attitude de Luka Doncic en finale NBA l'an dernier, il lui a pas plu sur certaines actions et s'est dit on va prendre quelqu'un de plus exemplaire, ça sera la bonne solution. Tout le monde il aurait posé la question à 10 personnes, que ça soit 10 autres GM, 10 journalistes de sport, 10 mecs dans la rue. 9 sur 10 l'aurait dit faut pas le faire. Il s'est quand même persuadé que c'était une bonne idée de le faire. Par contre, sur le fait qu'il se fasse virer, moi je serais vraiment quand même très surpris. Ce que je verrais plus facilement en fait, c'est en gros un accord. Les parties se mettent d'accord et ils démissionnent. Il dit la pression était devenue trop dure. Pour des raisons de santé mentale, j'ai préféré prendre du recul, mais je reste dans le giron de l'organisation, blablabla. Ça, je le vois plus venir. Parce qu'effectivement, si tu vires le gars, en tant que propriétaire, c'est pas juste que tu passes pour un con, c'est que tu passes vraiment pour un incompétent, et notamment un incompétent en termes de business. Et encore une fois, c'est une famille qui a plein de business. Et là, je trouve que c'est un coup à ce que la valeur de tes actions des autres business descende, parce que les gens se disent, ah, mais en fait, ils savent pas ce qu'ils font, quoi. Ils mettent les pieds dans un truc comme ça, et ils prennent des décisions à la con. Donc c'est pour ça que je serais surpris. Hein. Après, si ça se produit, ça se produit, mais je serais surpris. Dernière question du jour, messieurs. Question d'Anthony qui nous dit en cette fin de saison régulière, il est l'heure des bilans et vous avez largement débattu des trophées individuels. Je vous propose de nous donner votre top 3 des joueurs qui vous ont fait plaisir cette année, des joueurs qui n'ont pas été évoqués dans les courses aux trophées individuels, mais qui vous ont enthousiasmé et vous ont motivé à vous lever la nuit pour les voir jouer. Qui apparaîtra sur le podium du Shai d'or, du Antoine d'or et du Théo d'or? On a vu ce que tu as fait, on l'a vu. Bravo. Tu sais qu'avant, quand j'ai sélectionné la question, j'avais pas vu et c'est en le lisant seulement que je vois le... Donc, est-ce qu'il y a 3 joueurs qui sont pas... Juste vous êtes dit, j'ai kiffé les voir jouer, même si soit tout le monde s'en fout, soit ils sont pas cités. Ça peut être des superstars aussi, hein, rien ne vous empêche de choisir des superstars. J'en donne un pour commencer, parce que c'est le premier qui me passe par la tête, pour des raisons totalement égoïstes, c'est Dyson Daniels. Parce que dès le trade, j'avais dit
super pioche pour les Hawks. J'adore ce joueur, etc. Il a fait plus que confirmer. Donc voilà, même si c'est juste au sein de notre groupe WhatsApp commun, et puis maintenant que je me la raconte auprès de vous, auditeurs, c'est pour une fois que j'avais pas dit de conneries et que j'avais bien vu venir un truc. Donc je vais dire Dyson Daniels en premier, il faut que je réfléchisse aux autres. Ouais, Franz Wagner au début de saison, avant sa blessure à lui. Ouais. Genre le début de saison de Franz Wagner, j'aimais bien, tu vois. Et pourtant, Orlando, c'est pas très beau à regarder, mais il y avait vraiment un truc sur ces line-up où c'est Franz Wagner, le meilleur, le premier playmaker, le seul qui a le ballon en main. Là, quand Banchero était pas là et que c'était Wagner seul, j'aimais beaucoup cette équipe du Magic. Là. J'aimais bien regarder Franz Wagner. Après, je sais pas si j'en ai d'autres en tête, si je peux vous en dire d'autres. Shai, ouais, vas-y, Shai d'abord. Vas-y, Shai, comme ça on fait un chacun. Enfin, chacun. Je vais citer un joueur qui m'a surpris, je m'attendais pas à le voir fort comme ça. C'est Amen Thompson. Je considérais un peu les jumeaux comme des phénomènes athlétiques, mais dont j'avais du mal à cerner la capacité à être impactant en NBA. Il m'a totalement bluffé. J'adore regarder les matchs où il y a Amen Thompson, c'est-à-dire la plupart de ceux des Rockets. Donc ouais, c'était un kiff de le regarder. C'est une révélation. Je partage ton avis. Et pourtant, je trouve que déjà l'an dernier, on voyait quoi. Enfin, moi, j'aimais déjà beaucoup le profil l'an dernier. Par contre, je suis étonné même limite de voir à quel point il est devenu populaire. Alors, c'est pas auprès du grand public, mais parmi les gens qui suivent de près la NBA et les Rockets, je trouve ça assez cool, hein, parce que c'est quand même un profil très, très atypique pour l'instant, quoi. Ouais. Donc, c'est les joueurs qu'on a pris le plus de plaisir à voir jouer, ça? Ouais, que t'as kiffé voir cette année, ouais. Moi, je vais en mettre un autre, pour le coup, il est dans tous les trophées, mais c'est Jokic. Chaque match avec Jokic, c'est du bonheur, quoi. C'est tellement de kiff. Donc ça répond peut-être pas, c'est peut-être un peu biaisé parce que c'était plus sur les joueurs moins connus, mais ouais, Jokic. Pareil, je vais m'écarter de la question, mais deux prestations collectives, les Lakers de Gigi Redick. Et du coup, je dis bien ceux de Gigi Redick. Je continue de penser que c'est pour moi, c'est déjà un des 5 meilleurs coachs en NBA. Sincèrement, je pense vraiment. En tout cas, dans tout ce qui est tactique. Après avoir, il y a plusieurs dimensions au coaching, mais je le mettrais très très haut et je trouve que les Lakers on était kiffants à avoir joué. Encore plus évidemment après l'arrivée de Luka Doncic, tu vois, c'est indéniable. Et l'autre perf, et ça va être très bizarre parce que vu la fin de saison, mais les Memphis Grizzlies en fait. Il y a un moment où je trouvais que Memphis c'était cool à avoir joué et moi j'aimais pas cette équipe. J'aimais pas avoir joué cette équipe. J'ai jamais accroché à la vibe morante. J'ai jamais aimé Jaren Jackson Jr. Limite, le seul que j'aimais bien dans le lot, c'était Desmond Bane. Et c'était aussi pour des raisons parce qu'il me faisait marrer. Ça me fait beaucoup marrer les mèmes de lui où il a pas de cou, c'est un cube et tout. Ça me fait. Donc, s'il y avait même un truc qui a rien à voir avec le basket, mais lui, je l'aime bien à la limite. Mais j'ai jamais aimé les Grizzlies. Et cette année, il y a eu des moments où tu as envie de mettre les matchs des Grizzlies parce que ça jouait vraiment bien. Donc, deux perfs collectives, allez un peu. Eh ben moi, je vais citer mon gars Deni Avdija à Portland parce que ça fait plein d'années que je n'arrête pas de vanter ses mérites et que je trouve qu'il a fait une super saison dans une relative discrétion quand même parce que les Blazers n'intéressent pas tout le monde. Mais il a fait des super perfs, surtout la deuxième partie de saison. Je le dis tout le temps, hein, je trouve qu'il pue le basket et que je pense qu'il est quand même destiné à faire de meilleures choses que des perfs un peu anonymes dans une équipe moyenne. Alors ce sera peut-être à Portland si Portland arrive à step up à l'avenir sur les bases de la bonne saison qu'on a vue, mais j'adore toujours. De toute façon, ça date pas de cette année, hein, c'est pas une révélation pour moi, mais j'ai toujours aimé voir jouer Deni Avdija et là, je trouve qu'il prend. Voilà, ça s'épaissit un peu encore. Il m'en manque un, c'est dur là. Il y en a tellement en fait qui étaient cool à voir jouer, quoi. Puis il y a des périodes, parce qu'en début d'année, j'étais fan de Treman, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup regardé les Hornets en début d'année, c'est vraiment tout début de saison, mais ça remonte maintenant, donc je le garderai quand même pas jusqu'au bout dans la saison, mais il y en a un qui m'est passé en tête et que j'ai perdu, bien sûr. Toi, t'en avais dit 3 déjà, Antoine? Oui, t'as donné 2 équipes. J'en ai d'autres. Après, j'en ai 2 autres, mais ils sont cités dans des trophées. Mais il y a Tyler Hero. Ouais. Tyler Hero, beaucoup, vraiment, même au point où un moment où ça a voulu m'inspirer dans mon jeu. Alors, j'ai pas du tout un jeu. J'ai pas sa capacité balle en main. Enfin, de toute façon, j'ai évidemment pas de capacité NBA, mais même à mon échelle, tu vois, il y a pas la. Même en toute proportion gardée, je peux pas vraiment avoir le jeu de Tyler Hero, mais ça m'a donné envie, tu vois. Il y a des moments, j'avais envie d'être. Alors, c'est sur la deuxième moitié de saison parce que ça a commencé au moment où on a écrit le MOOC Miami.
donc qui est maintenant disponible. J'en profite pour faire la pub, mais c'est vrai, pour le coup, on a bossé dessus évidemment bien en amont. Et quand moi, il y a eu le papier sur Tyler Herro, je commençais à vraiment m'intéresser à Tyler Herro, et qui est un joueur que j'aimais déjà bien. Vous vous moquiez un peu de moi là-dessus, mais j'avais déjà un truc pour Tyler Herro et que je reniais un petit peu. Et là, cette année, il y a vraiment eu un truc. Je trouve qu'il a passé un cap de ouf. J'en ferai un de moins. Lui et Austin Reeves, je serais mes MIP, peut-être même plus Tyler Herro, je crois que j'avais dit à la fin, je sais plus, j'avais changé plusieurs fois quand on avait fait nos trophées, mais Tyler Herro m'a beaucoup fait kiffer, et Zachary Rizaché, je vais pas vous mentir, hein, c'était un bon kiff de voir la première saison de Zachary Rizaché. Ouais, moi je vais finir avec avec Evan Mobley quand même, que j'aimais bien, et je suis content de voir qu'il a raccroché les wagons par rapport à ce qu'on imaginait qu'il pourrait être. Après sa première saison rookie, on ne savait pas trop s'il stagnait ou pas, donc je vais dire Evan Mobley. Et moi, je vais finir avec le meilleur pivot français de la Ligue, Moussa Diabaté, évidemment. Pour le coup, c'est Rudy Gobert. Voilà, c'est pour faire le petit suspense. Mais j'aime bien Rudy. Hein. Mais Moussa Diabaté, voilà. C'était ma seule raison de regarder des morceaux de match des Hornets cette saison. C'est l'impact de Moussa Diabaté sur ces rencontres-là. Voilà, messieurs, pour les questions de cette semaine. Yes, on a fait le tour. Écoutez, comme d'hab, moi, ça m'a fait très plaisir. Je peux même dire ça nous a fait très plaisir, j'imagine. Lundi, on se retrouvera pour un sacré CQFR, parce que ce sera le premier CQFR des playoffs. D'ailleurs, ça me permet de vous rappeler, les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a lancé ce fameux CQFR pendant les playoffs il y a quoi, 1 an, 2 ans? J'ai perdu 2 ans maintenant. 2 ans, ouais. 2 ans pile. 2 ans qu'on est quasiment tous les jours sur YouTube. Mais ouais, du coup, les playoffs, ça s'annonce bien vibrant. Donc ça promet un beau CQFR et un beau podcast pour lundi aussi. Avec toi, du coup, Théo. Et dimanche, n'oubliez pas, comme d'hab, Théo et Pierre Armand sont là pour le Hoop Culture. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Bon week-end, ciao. Game is out there, and it's either play or get played.